Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Crazy jeudi. Je regarde le listing aujourd'hui. Discipline, comme dirait l'autre, comme à peu près tous les midis. Mon ami Mr. White qui remplit ma plate comme ça se peut pas. Bon lunch pour ceux qui vont chercher du take-out quelque part dans un restaurant. Ça peut être quelque chose que vous allez faire encore dans le futur, mais au moins vous aurez la chance de choisir entre vous asseoir au resto ou encore manger à la maison ou manger dans votre auto. Donc, bon lunch ce midi avec nous autres. On a beaucoup de monde. Bien sûr, notre ami Joe Hamel sera avec nous autres dans quelques minutes. On a aussi des Golden Knights de Las Vegas. Jonathan Marchesso, gars de la région de Québec qu'on a connu au junior, qu'on a connu Midget 3, Séminaire Saint-François, et maintenant un des joueurs vedettes des Golden Knights, installé avec sa famille là-bas, mais toujours les deux pieds à Québec depuis en fait, il vient passer ses étés ici. Donc, très belle lettre de Jonathan hier sur Facebook. Et c'est drôle de voir que les lettres souvent publiées sur Facebook ont plus d'impact que les lettres qui sont publiées dans les journaux traditionnels, parce que celle de Michael était le skieur de boss était extraordinaire, mais on dirait que ça a plus d'impact quand ça passe par Facebook, ce qui est un peu fou. On a aussi l'aubergiste qui va lancer officiellement le week-end, puisqu'on est jeudi après-midi. Ça vous donne une raison de plus si pendant la semaine de relâche, vous avez pris un peu de vin ou une coupe de bière pendant la semaine parce que vous étiez en congé. Eh bien là, officiellement, on va lancer le week-end avec notre ami l'aubergiste. Okay, oui. Qui a un vin de quelle couleur aujourd'hui, l'aubergiste? On est dans le blanc aujourd'hui. Un blanc gastronomique. Un blanc extraordinaire. Qu'est-ce que c'est un vin gastronomique? Ça veut dire qu'on peut en prendre beaucoup? Oui, mais un vin, on va dire un blanc haut de gamme, mais à prix quand même respectable. OK, donc gastronomique dans la grande gastronomie, c'est ça que voilà. tu veux dire? OK. C'est ce que je te disais ce matin. Donc, c'est un vin de riche? Oui, mais à prix raisonnable quand même. OK. Bon, oui. Tu veux dire 20 piastres? 25. Oh! Un petit coup de plus, là. Un petit coup. Mais s'il est bon, regarde. Il est magnifique. Yes. Puis oui, t'es salué, mon ami. Salut, Jeff. On a, donc, l'aubergiste va être là. On a Tiger Woods qu'on a réussi à... C'est pas vrai, j'ai ça sur ma liste, mais ils sont pas là. On a Max Truman, le Truman Show, donc on va jaser de sport. C'est sûr qu'on va parler beaucoup de ce qui est arrivé cette semaine avec, entre autres, l'histoire qu'on a jasée ce matin dans le One-Two Punch. Très, très bon texte aujourd'hui de Régent Tremblay dans le Journal de Montréal et Journal de Québec, bien sûr, parce que c'est le même journal maintenant, sur le départ un peu bizarre de Stephen Waite, le coach de... Mais c'est surtout qu'on n'assume pas, en plus d'avoir été un peu colon, de mettre quelqu'un dehors entre la deuxième et la troisième période. Les explications de Marc Bergevin sont complètement nulles. En plus, on a de la misère à comprendre. Pas capable de nous dire la vérité. Pas capable de nous dire, ben écoute, soit que j'ai consulté avant Price, ou c'est Price qui me l'a demandé, mais tu sais, c'est pas arrivé par le Saint-Esprit, là. Quand quelqu'un se fait mettre dehors entre la deuxième et la troisième, il y a quelque chose de bizarre un peu. C'est un manque de classe. Et c'est drôle parce que le Canadien, la grosse gang du Canadien, avant M. Gillette, c'était la grande classe. Oui, il y avait des affaires par en dessous. Ils donnaient des coups aux Nordiques. Ils n'ont pas voulu jamais que les Nordiques soient là, etc. Il y avait une prétention alentour de l'organisation qui faisait suer beaucoup de monde. Mais il y avait quand même une certaine classe. Je dirais que M. Gillette était lui-même un homme de classe. Il a fait de bonnes années, même s'il n'y a pas eu des gros clubs. Et depuis que je connais pas personnellement Jeff Molson, on le connaît pas beaucoup en fait. On connaît son visage, mais on le connaît pas beaucoup. Mais ça me surprendrait que M. Molson soit d'accord avec le genre de traitement. Hier, Régent m'a appelé hier soir me dire qu'il avait parlé dans la journée à 27 grands patrons des plus grandes entreprises du Québec pour leur demander s'ils avaient déjà mis dehors quelqu'un de la haute direction de cette manière-là, et que si jamais il avait fait quelque chose qui ressemblait à ça, comment on peut le faire? Et les gens leur disaient que quand il arrive ce genre de patente-là, c'est que
l'employé a soit... puis je dis pas que c'est ce qui est arrivé, au contraire, tout le monde sait que Stephen White est un gars de droite de même, c'est un gars poli, c'est un gars aimé, c'est un gars apprécié, c'est un gars qui avait certainement un talent. Il était là pendant 8 ans, il a même aidé Carey Price à gagner le trophée Vézina, donc il y a eu ces années à lui où il était bon. Puis ça se peut là, que ça marchait moins. Mais je veux dire, personne ne peut dire que Stephen White était un problème alentour du Canadien. Au contraire, tout le monde s'entend pour dire que l'instructeur des gardiens de but du Canadien est un gentleman. Mais quand on traite un employé de haut calibre, de haut niveau de cette manière-là, c'est habituellement parce qu'il est arrivé quelque chose de très bizarre. Tu sais, comme on le disait un matin avec Dom Moret, il a couché avec la femme du boss. On sait que c'est pas ça. C'est pas qu'on est en train de vous dire. C'est faut vous montrer qu'habituellement, quand on se comporte en cabochon de même, c'est parce que l'employé de haut niveau a fait vraiment quelque chose de grave. Et on sait pas toute l'histoire, mais ça serait... En tout cas, dans l'entourage de ceux qui sont alentour du Canadien, ce que Régent me disait hier soir, de ce qu'on peut très bien lire dans son texte de ce matin, c'est qu'il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Donc, c'est vraiment une organisation qui se comporte comme une gang d'amateurs. Il y a une histoire derrière le CH. Il y a un respect, il y a un standing derrière le CH. Et on dirait que tout ça a pris le bord. Moi, je suppose quelque chose, OK, qu'il y a eu une chicane entre le coach des gardiens et une chicane solide entre White et Price. J'en suis convaincu. White a coaché à Chicago. White a coaché Niemi. Oui, l'année, je pense qu'il a gagné la Coupe. Ils ont gagné la Coupe en 2010. Oui, qui était un goaler inconnu en passant. Inconnu. C'est lui qui était d'un but. Après ça, je pense que c'est en 2013 que c'est lui qui coachait, je pense, Crawford, qui commençait à être solide. Tu veux dire, c'est un peu dans ses débuts. Il était un des bons gardiens de la Ligue, qui était à Chicago longtemps, dans les grosses années, là, même s'il n'y a pas... il a toujours remporté une coupe après que... Parce qu'il était bon, mais ils n'ont pas remporté d'une deuxième coupe. Je pense que Chicago, c'est 2010-2013, si je me trompe de mémoire. OK. Mais moi, c'est drôle. Le feeling que j'ai, Jeff, là, je vais te le dire, là, c'est qu'à un moment donné, ça, c'est moi qui pense ça, là, chicane entre les deux gars. Le gars, il dit, Christophe, si Niemi, t'es capable de gauler puis de gagner, toi, t'es capable aussi. Là. Okay. Et, je pense que Niemi et Price, c'était pas bien des amis quand ils étaient dans le Canadien. Là. Non, c'est vrai qu'il était goaler du Canadien, t'as raison. Ben oui, on l'avait oublié, ça, ce bout-là. Il y a une patente, là. C'est pas normal, ça, cette histoire-là. Là. Ouais, moi, je pense qu'il y a une chicane il y a eu une chicane solide entre Price et White. Mais pourquoi ils ne le disent pas? C'est pourquoi Price répond à peu près rien. On comprend que Price, il dit jamais rien, là, des fois, même si c'est inquiétant un peu, on se demande s'il est alive, est-tu vivant? Mais tu sais, ça aurait été quoi de dire, écoute, on a eu un beau 8 ans ensemble, on a fait des belles années, j'ai gagné le trophée Vézina, il m'a aidé, j'ai bien aimé, mais là, en ce moment, comme je le disais un matin, je suis perdu bien raide, puis je sais plus où je m'en vais. J'ai besoin d'un nouveau guide. Oui. T'sais, on voit ça au golf tout le temps, on voit ça en boxe, on voit ça au tennis. Jenny, depuis qu'elle a changé de coach, pas facile, là, on va se le dire, même si elle est revenue avec son coach du début, l'entre-deux avec les coachs qu'elle a eu pendant ce temps-là, ça a été tough. Habituellement, c'est la décision même de celui qui est coaché. T'sais, si on me fait croire que le DG prend cette décision-là, écoute, c'est de la régie interne. Moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis effectivement, ils ont un investissement majeur sur Carey Price. Moi, je pense que Carey Price, les carottes sont cuites. Mais c'est au niveau de... c'est la manière de faire les choses. Ben... Tu sais, on est dans l'époque où le paraître est très important, où puis l'organisation du Canadien a toujours eu l'air plus clean probablement qu'elle l'était en réalité. Et là, on a l'impression qu'on a affaire à une organisation un peu en déroute. Et je suis pas certain que c'est une... Tu sais, avec toute l'histoire qu'ils ont, puis même le propriétaire n'a pas l'air d'un gars tout croche. Là. Il a pas l'air d'un excentrique qui s'est payé une bébelle puis qui a pas de tête. Là. Il a l'air d'un gars qui a une structure. J'ai de plus en plus l'impression qu'on a un DG à Montréal qui est dans une position puis qui n'a pas les outils pour avoir cette job-là. Le gars de la misère à s'exprimer. Ah oui, mais c'est parce qu'il travaille dans les deux langues. Hey, arrêtez, là. Arrêtez. Moi, des gars qui ont joué dans la Ligue nationale pendant 15 ans, 16 ans, on en connaît, là. Est-ce que Philippe Boucher, parce qu'il a joué toute sa carrière à Dallas, à Pittsburgh, à tout ce que tu veux, est-ce qu'il est revenu et il a de la misère à s'exprimer? Philippe Boucher parle, regarde, c'est très droite, c'est clair, mais non. Oh, mais lui, il a travaillé en anglais beaucoup. Il n'a pas travaillé.
il y a sa langue, puis il y a l'autre langue. Moi, je trouve que les deux, c'est tough. Peu importe dans quelle langue il parle. Là, finalement, quand il parle en français, c'est un mélange des deux. Moi, je pense que c'est un gars qui... C'est ça, regarde. Interprétez ça comme vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être là. Tu sais, ça prend... regardez les gens qui se rendent là. C'est des gens très, très wise, très vite, très... Surtout dans la nouvelle manière de gérer avec toutes les patentes reliées au plafond salarial, puis toutes ces choses-là, ça prend... Tu sais, souvent même, c'est des gens qui n'ont pas joué au hockey, c'est des gens qui ont appris les chiffres en premier. J'ai comme l'impression qu'on a peut-être fait le tour avec Marc Bergevin. Et c'est peut-être le ménage qu'on a fait, c'est peut-être pas le bon ménage. Le ménage qu'on a fait, on aurait dû commencer peut-être par le bureau d'en haut. Son contrat achève, je pense, à Bergevin. Oui. 2000, il reste pas un an, la fin de même. Il est sur le bord de... Ouais, c'est ça. Il est sur le bord de se terminer. Juste pour dire que c'est Max Truman, via son site dans les coulisses, dit que c'est Jake Allen qui go le soir. Donc, c'est Jake Allen qui go ce soir. C'est Jake. OK. Donc, quelle histoire pareille, là. Ouais, mais ils sont pognés qu'une patate chaude. Oui, mais... Ils sont pognés qu'une patate chaude, regarde, c'est eux qui fassent. Mais ça, la face, c'est que si le gars gagne 3, il n'y a pas d'histoire. C'est que le gars gagne 10 et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, puis t'as pas vendu ton club pendant 10-12 ans alentour de lui. Oui. Si on était un club de hockey normal, ça veut dire que tu bâtis alentour de joueurs qui à mettre dedans ou d'un super défenseur vedette. Puis goaler, c'est très rare, là, que le goaler devient comme la vedette de l'équipe. Là, on a vu ça avec Patrick, on a voulu répéter ça à vitam aeternam par après. On l'a fait avec Théodore. On l'a encore fait là, on s'est encore trompé. Si c'était pas ça, parce que là, c'est un peu leur orgueil qui est touché, c'est-à-dire que si jamais ils laissaient Jake Allen, genre numéro 1, c'est nous avouer qu'ils se sont trompés toutes ces années-là. T'sais, ils se sont trompés, puis on a bâti alentour de quelqu'un qui, finalement, avait peut-être un genre de talent pas pire, mais il n'est pas capable de livrer. Anyway, on en parlait avec Max tantôt, dans lescoulisses.com. Le Truman Show va être là d'ici 1 heure. On a Éric Duhem également qui va être avec nous autres. Donc, beaucoup de stock. Je pense que je suis prêt à aller voir mon ami Joe Hamel parce que tant qu'à aller radoter sur ce qui s'est passé hier, autant le faire avec Joe. Joe, bon midi. Qu'est-ce que tu retiens de la journée d'hier? On a... Je vais juste te résumer, moi, ce que je vois, là. J'ai pas écouté en direct, je dois l'avouer, là. J'ai pris que des petites brides de ce qui s'est passé hier. Moi, j'étais en train de décrocher, vraiment. Quand on m'offre un steak, je veux qu'on me le mette sur la plate, qu'on me le laisse le manger quand bon me semble. Mais là, on me sert un steak, puis il y a quelqu'un qui a le couteau puis la fourchette dans les mains et qui me donne une tranche une fois de temps en temps. On est passé de zone rouge à zone orange, alors qu'on devrait être en jaune. Tout le monde nous dit arrêtez de chialer, on déconfine, etc. Mais il faut pas oublier de où on part et où on va. On n'est pas pantoute le Texas, on n'est pas la Floride, on n'est pas les États américains qui sont en train de le faire, on n'est pas l'Alberta. Donc, on part de très loin et on nous en donne à la petite cuillère. C'est à la petite cuillère qu'on est en train de nous le donner. Puis, ça a donné ce que ça a donné hier. C'est-à-dire que moi, si les restaurants ouvrent dans quelques jours, je peux pas aller manger avec ma famille parce que ma fille a 18 ans. Donc, ça nous montre comment... Qui pense à toutes ces affaires-là? Je viens un peu mélanger, mais faut quasiment se fermer à la boîte parce qu'on passe pour une gang de débiles. Non, t'as raison. Écoute, moi non plus, je suis plus les annonces. Là. Je regarde un petit peu l'impact après sur les réseaux sociaux, puis dans les médias en général, mais c'est un peu une perte de temps là, de regarder cette pièce de théâtre là, que sont les annonces quasi maintenant quotidiennes là, du gouvernement Legault. Écoute, hier, je pense que la bonne nouvelle, il y en a une, c'est qu'on voit que le gouvernement réagit à la pression populaire parce que c'est purement un braquage par rapport à beaucoup la mobilisation que par rapport au sport. On voit qu'il commence à avoir des personnalités majeures, surtout du domaine du sport professionnel, qui commencent à se mobiliser pour la réouverture des sports et cette espèce de retour en arrière, de braquage du gouvernement Legault, c'est directement attribuable à ça. Là. Ça, faut pas se le cacher. Ils ont énormément peur. Là. J'écoutais les différentes interventions là, sur Radio X à gauche et à droite et ils ont très peur, je pense, de la manifestation de dimanche.
je dis comme toi également, c'est une réouverture qui est partielle. Je disais Jérôme Blanchet-Gravel hier qui disait que c'est des miettes qui sont lancées aux pigeons. Dans un sens que on essaie de contenter un petit peu la grogue, mais c'est loin d'être adéquat. Faut pas tomber. Hier, je répondais à Pascal Bérubé sur Twitter qui fait partie un des partis d'opposition du PQ. Il disait hey, mais là, on serait pas supposé d'être orange là. Lui, je pense qu'il est en Gaspésie. On serait supposé d'être jaune. Là, faut pas que vous tombiez dans le piège du code de couleur. Le code de couleur, là, en passant, le gouvernement s'est totalement discrédité avec ça. Les règles changent constamment. C'est comme si on démarrait une partie d'échecs puis on changeait là, ce que les pions font au milieu de la game. Ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a aucun compromis à faire maintenant. Là, avec le contexte qui est en train de changer, il faut viser pour une ouverture complète. Là, il faut pas se contenter de miettes. Particulièrement les partis d'opposition devraient commencer à faire de la vraie politique et demander la réouverture. Le seul qui le fait encore, puis je pense que tu vas y parler tantôt, c'est Éric Duhaime. Je te dirais qu'il commence à inquiéter pas mal. Là, j'entends pas mal de bruit de coulisses au niveau de la CAQ et ça commence à inquiéter pas mal là, le fait qu'il commence à ramasser les appuis. Et il y a juste, c'est assez drôle parce qu'il y a juste dans le fond à promettre un retour à la normale. Il y a pas à promettre la lune ou des trucs invraisemblables. Il y a juste à promettre le retour à la normale. Et ça, c'est intéressant, la dynamique qui est en train de se passer. Puis j'espère de voir là, une bonne participation dimanche à la manifestation. Les gens sont pas satisfaits, là. Écoute, je suis 100% avec tout ce que tu viens de dire. Vraiment. Parce que moi, j'avais pas la tête à ça hier. Là. J'avais la tête ailleurs, faire d'autres choses. Puis j'ai complètement oublié. C'est ma blonde qui me criait à 7 heures. J'étais dans le coin. Elle disait, tu veux manger à quelle heure de telle chose? Là, mon Dieu, il est 7 heures. Donc, je savais que j'avais manqué, mais je les écoute pas non plus, les points de presse. Puis on prend les vidéos qui circulent sur Twitter, puis on en a assez. Mais de ce que j'ai pu entendre sur les petits bouts qui ont été présentés ici et là, c'est toute la différence du monde. Et je pense que ça explique beaucoup de complications dans ce que nous sommes comme peuple. Nous sommes devenus dysfonctionnels à tous les niveaux. Je m'explique, c'est que pourquoi c'est le bordel dans les CHSLD comme ça l'a été? Pourquoi après un peu même pas 1500 gens malades, 150 personnes aux soins intensifs, notre système de santé était sur le bord de craquer. Comment se fait-il qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres dans les classes des enfants au primaire et au secondaire alors qu'il fait moins 20 dehors pour qu'il y ait un semblant d'air qui circule dans les écoles alors qu'on sait depuis toujours que ces écoles-là sont désuètes, sont bourrées de champignons, etc., que l'air est vicié? Comment se fait-il qu'on est devenu si compliqué à se gérer soi-même? Je pense que l'exemple qu'on a vu il y a 24 heures du Texas, qui a su résumer, je comprends que le Texas ne part pas du tout de où on part, le confinement était déjà pas à 100% comme nous on l'a, mais ça a été clair. Le gouverneur, le premier ministre du Texas a fait une sortie publique et ça a pris 35 secondes, OK? 35 secondes, ça a été expliqué. Et ça me rappelle, Joe, quand on a déjà comparé l'État de la Californie et le Texas, où les Californiens s'en vont en masse maintenant vers le Texas, vers Austin, entre autres. On expliquait les deux mondes. On disait, si jamais il y a un chien qui mord le gouverneur de la Californie et s'il y a un chien qui mord le gouverneur du Texas, en Californie, il va y avoir une enquête, il va y avoir une commission, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Au bout d'un an et demi, on ne saura pas pantoute ce qui s'est passé, tandis qu'au Texas, le gouverneur tire le chien. C'est une image un peu rough, mais ça nous montre un peu la complexité des endroits hyper socialistes comme le nôtre, où on devient complètement dysfonctionnel. Et hier, les bouts que j'ai vus, c'était ça, là. On gère tellement de détails. Écoute, quand j'ai su que je pouvais pas aller manger avec ma fille de 18 ans, je suis obligé de la laisser chez nous, aller manger avec ma plus jeune, et je laisse ma plus grande chez nous parce que je peux pas l'amener. Mais comment on peut devenir aussi insignifiant? Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a un clivage majeur là, aux États-Unis entre les États, disons, plus pro-liberté comme le Texas. C'est assez impressionnant, hein, la migration actuellement, surtout des gens en technologie, des gens de fonds de private capital, des trucs comme ça. Elon Musk, je pense qu'il est rendu maintenant qui regardait pour aller vers le Texas Le aussi. Dow Jones regarde pour déménager à Miami. Le Dow Jones à New York depuis toujours pense déménager à Miami. C'est quand même quelque chose, ça.
Ben, plus que ça, là, c'est rendu une tendance quand même pas mal établie. J'ai regardé Goldman Sachs qui va ouvrir un bureau, je pense, à Palm Beach. C'est rendu... c'est parce qu'il y a une demande des employés d'arrêter de vivre dans ces trous-là où ils sont étouffés par les mesures, qu'il y a un régime fiscal qui est étouffant, particulièrement pour les plus hauts salariés. C'est le cas également en Californie, c'est le cas ici au Québec. Ça va être le temps, là, justement, des impôts, là, à regarder à la ligne, là, impôts retenus au Québec. Là, pensez que la moitié de ça, ou presque, s'en va à la santé. Pensez-vous que vous en avez eu pour votre argent l'année passée? La seule chose qu'on a trouvé à faire pour sauver les gens, c'est de fermer la société au complet. Donc, c'est complètement ridicule ce qui se passe. Tu as raison. Dans le fond, plus l'endroit est politisé, plus la crise a été évidente. Puis là, il y a un clivage majeur, particulièrement aux États-Unis. Tu vois les États les plus républicains, plus alignés sur la Constitution, comme le Texas et la Floride, qui sont en train de déjouer tous les pronostics. Je voyais même Biden disait hier que c'était un move qui était proche d'un homme de Néandertal, de fait de réouvrir le Texas, quelque chose comme ça. Là. Il a dit quelque chose de pas très cohérent, là, mais il disait qu'il allait le regretter. Ces gens-là ont rien appris là, dans les 12 derniers mois. Là. Écoute, rappelle-toi, là, les intellectuels pourtant idiots de Team Apocalypse prédisaient que la Floride, ça allait être un hécatombe. Au contraire, à peu près la même courbe que partout ailleurs, sans les impacts sociaux et économiques, parce que la majorité des commerces sont restés ouverts. Tu sais, là, on est plus dans le noir. On a 1 an de données derrière nous. Et c'est le temps de regarder ça peut-être avec un petit peu plus de rationnel. Et qu'est-ce que tu entends, en fait, qu'est-ce que tu vois sur, tu as parlé tantôt de la marche de dimanche. Moi, je vais assister à la marche de dimanche. Je pense qu'il faut garder le focus. Le but hier était carrément d'éteindre ce feu-là qui est en train de prendre. Le gouvernement Legault aime pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui dit, c'est un PM qui nous raconte très sérieusement qu'il est pour la liberté d'expression puis que les gens doivent s'exprimer librement. On sait que dans la vraie vie, c'est autre chose. Ça l'énerve, la manifestation de dimanche. Donc, on a essayé d'acheter un peu les sportifs. Les gens de Québécois et de TVA, LCN ont mordu, semblent être à parler à des... Ouais, mais là, ce que vous avez demandé, là, il y aura un processus de déconfiner les sports, etc. Pour l'instant, moi, mes filles ne font pas leur sport. La majorité des gens qui font des sports d'équipe n'auront pas de retour à faire de sport d'équipe. Il n'y a pas de ligue de hockey qui reprennent. Il n'y a pas d'adultes qui vont reprendre. Oui, les gyms vont reprendre, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais le reste, ce que nous demandons, c'est-à-dire de libérer, de laisser les jeunes continuer leur développement dans leur sport, les aider psychologiquement en le faisant, et puis tout ce que ça peut amener au niveau de l'académie, donc ça les motive pour tout le reste. Je pense que ça, hier, on a voulu jouer, et ça, moi, je trouve ça hypocrite. Je trouve ça, et je m'attends pas à ça de François Legault. Je m'attends pas à ce genre de politicien un peu par en dessous qui veut essayer de jouer avec l'émotion pour essayer d'éteindre un genre de brouhaha qui pourrait arriver dimanche avec les gens qui vont venir manifester pour les jeunes à cette marche qui va être sans doute bourrée de monde. J'ai pas l'impression que les gens ont mordu. Les médias ont mordu. Je sais pas comment est-ce que toi tu vois ça, mais les sports hier, c'était un peu pathétique de voir que Monsieur Sport, le PM, était comme devenu celui qui, c'est important pour nous, etc. Alors que depuis le début, il en parle jamais. Non, puis en fait, c'est surtout pas le François Legault qu'on a vu en campagne électorale. Je me rappelle d'avoir entendu sur vos ondes qui m'avait surpris d'ailleurs, qui disait là, on était allé trop loin dans certaines mesures environnementales, que par exemple le pétrole allait pas disparaître. Donc, une espèce d'appel à la raison un peu populiste, qui je pense était le bienvenu. Moi, j'ai voté pour eux la dernière fois. Et là, on se rend compte que finalement, c'est le même genre de politique de spineux qu'on avait avec les libéraux puis les péquistes avant. On dit souvent que la politique, c'est le show business pour les gens laids. Mais dès qu'il y a un peu de grogne là, dans la population, dès que ça se soulève et que c'est impopulaire, souvent tu vois les gouvernements retourner, faire un braquage. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils ont énormément peur de la manifestation de dimanche parce que ça va contredire un peu le narratif qu'ils ont un solide appui de la population. Et c'est quelque chose qui fait mal, particulièrement dans les régions, et dans la région de Québec. Donc, un peu, je te dirais, les familles de classe moyenne avec des jeunes qui font du sport. C'est un sujet qui est très, très, comment je te dirais, populaire et qui attire le mainstream. C'est pas quelque chose de très précis pour une industrie précise. C'est un sujet
qui touche un peu tout le monde et ça leur fait très mal, cette affaire-là. Ce que je vois sur les médias sociaux, les gens sont crinqués. Je pense que hier, ça les a fâchés de voir cette espèce de, comme disait mon ami Jérôme Blanchet-Gravel, lancer des miettes aux pigeons. Le succès de la manifestation de dimanche devrait, à mon avis, être assez bon parce que les gens, je pense, sont crinqués, veulent lancer un message pour au gouvernement de pas arrêter là, ce déconfinement-là doit même s'accélérer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Quand même bizarre qu'on pourra pas manger avec un couple d'amis, même si on est en zone orange, puis t'as raison, faut arrêter de viser les maudites couleurs parce que, regarde, ils nous manipulent avec ça alors que on devrait dans les faits, parce que je viens de recevoir les règles pour le bureau de Radio X. C'est comme la semaine passée. Donc, il n'y aura pas de différence entre la nouvelle zone et la zone qu'on avait. Les employés sont à distance. Les collaborateurs et chroniqueurs et invités ne pourront pas plus venir en ondes. Donc, il n'y a aucun changement pour la business. Donc, finalement, c'est genre de zone orange. C'est orange is the new red, là, finalement. C'est un peu ça. Mais c'est quand même ce qui est avec quoi ils jouent. Donc, on n'a pas le choix de se fier à eux. Donc, c'est un genre de orange juste pour nous fermer à boire, pour donner un peu d'air aux restaurateurs. Mais en tout cas, j'imagine que les restaurateurs sont quand même très contents. Mais on ne pourra pas amener nos enfants manger. On peut pas aller voir les remparts. On peut pas jouer au hockey en chum. On peut pas presque rien faire. Par contre, on a su maintenant que les gens vont se ramasser dans des endroits cultes. Puis je suis pas contre, là. Mais je dis juste pourquoi eux 100, puis à une autre place, je peux être 4 à ma table. C'est le bout que je ne comprends pas. C'est les contradictions qui nous mettent un peu en joie le vert. C'est la dictature de l'arbitraire, Jeff. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils ont toute cette espèce de micromanagement-là de la société en général, on voit qu'ils sont même pas capables de réaliser leur principale mission actuellement, qui est de vacciner les gens les plus vulnérables. Il y a un article aujourd'hui dans la presse, je l'ai tweeté tantôt, allez voir mon compte, le JML, où on se rend compte qu'il y a eu un overbooking, donc on a trop permis de réservation. Oui. Et c'est des personnes, il y a des témoignages incroyables là-dedans. Une madame avec son mari, je pense de 85 ans, près de 90 ans, avec l'Alzheimer, que son rendez-vous a été reporté, sont même pas capables de gérer des simples réservations pour la vaccination. C'est pas compliqué, là. Ça revient un peu à ce qu'on disait hier. La solution, ça doit être une des conclusions de cette hystérie collective-là, c'est que ça prend plus de privés en santé. Si ça avait été instauré dès le début avec des partenaires comme les pharmacies, les personnes âgées comme probablement la dame de 85 ans avec son mari, ils ont déjà des relations avec leur pharmacie, ils vont déjà en pharmacie, ça aurait été pas mal moins compliqué. Ben non, on a encore voulu gérer ça top-down avec les apparatchiks de la santé publique et les attachés politiques là, qui gèrent ça sur un coin de table. C'est absolument honteux ce qui est en train de se passer. Sauf que là, je veux pas arroser le feu qui a pogné avec les histoires de pharmacie, là, mais de ce que je comprends, ça a mis à peu près toutes les pharmacies dans le trouble. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils ont aucune idée de qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc, ils savent pas quoi répondre à leurs clients. Il semblerait que ces gens-là vont devoir faire une demande au gouvernement, ensuite consulter leur médecin de famille pour finalement avoir accès au vaccin via les pharmacies. Donc, moi, je vois toute la paperasse puis toutes les conditions qu'il y a alentour de ça. J'ai pas l'impression que les pharmacies, finalement, vont devenir un hotspot pour la vaccination parce que ça va être finalement trop compliqué. Et ça nous surprend pas encore. C'est tout relié à ce qu'on disait. Une gestion qui se tient pas de bout. Alors que moi, ce que j'ai besoin, parce qu'on le sait, là, ce qu'on a besoin, c'est on peut dessus ou on peut pas. Est-ce qu'on a un go ou on n'a pas un go? Est-ce que on peut sortir? Est-ce qu'on peut voir? Là, c'est tellement complexe que finalement, on est tout perdu. On le sait pas. Les choses qu'on aimerait faire, on vient de se rendre compte que finalement, OK, la zone orange, c'est pas ça que ça donne. OK, finalement, ça me donne quoi? Ce genre de management-là fait par des fonctionnaires, c'est toujours non fonctionnel. C'est toujours non praticable. On va-tu finir par apprendre que small is beautiful et que cet ogre gigantesque qu'est le gouvernement scrape tout ce qui touche?
Ben exactement. C'est surtout la particularité de la gestion étatique, que ce soit de la santé, de l'éducation, c'est que tu n'as aucune conséquence d'être dans l'erreur. Écoute, rappelle-toi, il y a quelques années, quand la 13 avait été fermée toute la nuit, puis il y avait à peu près une centaine de personnes qui étaient restées coincées dans des voitures, personne qui a payé pour ça. Là. L'État est pas capable de remplir les soi-disant missions premières, puis elle nous fait la leçon sur comment on devrait gérer les entreprises privées. Puis c'est incroyable, ça. C'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient offusqués par ça. Puis en passant, là, j'écoutais hier le président de la Chambre de commerce de Montréal. J'espère que la première affaire que les commerçants vont faire, c'est de pas renouveler leur abonnement, leur membership aux chambres de commerce. Ils ont fait quoi pour les commerçants dans les derniers 6 mois? Rien. Cancellez-moi ça, puis ça presse. Ben oui. Ben oui, les chambres de commerce, c'est devenu des amis du pouvoir. C'est devenu des lobbyistes qui sont main dans la main avec les élus. Ça n'a rien à voir avec de représenter les commerçants. Rien. Même chose pour les restaurateurs. À une certaine époque, c'était le chien de garde des commerçants. Écoute, ça menaçait le gouvernement. Yes. C'est un peu le cas là, aux États-Unis dans certains... c'est vraiment un lobby pro-entreprise, déréglementation maximum. Aujourd'hui, ici, c'est quasiment un lobby pro-gouvernement. Le président ici, Leblanc, demandait d'instaurer une taxe kilométrique sur les voitures. Tu sais, ici, les chambres de commerce au Québec demandent plus de taxes. C'est le monde à l'envers. C'est incroyable. Région de Montréal, c'est la moitié de la population. Donc, les régions qui sont toujours en rouge, c'est la moitié du Québec. Je regardais les chiffres hier. Je comparais des chiffres. Je faisais ça avec ma fille hier. Puis, on regardait les chiffres de différentes villes à travers l'Amérique qui sont en train de déconfiner. Puis, on regardait Montréal. Les médias essayaient de faire croire aux gens que Montréal est en pleine éclosion de COVID, de variants, de tout ce que tu veux. Quand nous regardons les chiffres bruts, Montréal est dans une des meilleures situations en Amérique du Nord. Oui, parce qu'on est très confiné. On fait pas beaucoup d'activités. Ce qu'on compare avec les autres, c'est vrai. Puis ça risque, si on reprend l'activité, ça risque d'avoir un petit regain parce qu'on s'est tellement caché, contrairement aux autres, que nous, on a des possibilités que si on reprend la vie pas normale, mais quasi normale, contrairement à ailleurs qui l'ont déjà fait il y a plusieurs mois, il est possible qu'on ait des petites éclosions ici et là. C'est sûr que ça risque d'arriver. Mais de voir Montréal en rouge, le moteur économique du Québec, de voir toujours Montréal en rouge, alors que la majorité des régions devraient être... Et je sais qu'on ne va pas tomber dans les couleurs, tu as raison, je suis pareil comme toi, mais c'est ça qu'on a. Et les régions devraient être jaunes, certaines devraient être vertes. Montréal ne devrait plus être rouge. Les restaurants devraient être ouverts. On devrait avoir des gyms ouverts. Montréal, c'est pas vrai qu'il y a un danger de COVID imminent du côté de Montréal. C'est 300, 325, 330 cas par jour. Ce sont 4 millions de population. Vous êtes 4 millions de population. Là encore, c'est du management tout croche. C'est quand même le poumon économique de Montréal. Tant que Montréal ne repart pas, l'économie du Québec va avoir de la misère à se relever. On est chanceux d'avoir de l'argent pompé, mais cet argent-là va finir par arrêter à un moment donné. Et c'est là qu'on aura besoin de tout le monde, puis on aura besoin d'entreprises en santé, non pas des entreprises fermées. Moi, de voir Montréal toujours fermé, je me réjouis zéro. Ça ne devrait pas l'être. Non, absolument pas. Puis écoute, l'espèce de la manière qu'ils décrivent Montréal. Montréal, là, c'est pas Shanghai, là, en passant. Là. Il y a pas un show centre-ville. On va dire, le centre-ville de Montréal, l'île de Montréal en général, aujourd'hui, là, c'est pas la densité qu'il laisse sous-entendre là, dans les médias. Là, c'est pas. Puis dans la zone montréalaise, c'est un peu comme t'as un peu la rive sud, de la rive nord également. T'as encore beaucoup de zones qui sont en rouge, qui ressemblent, tu sais, d'un point de vue urbain et d'un point de vue population, ça ressemble en tout point à Québec. Là. C'est pas très différent. Fait que tu vois que ça fait aucun sens, ce système de couleurs-là. C'est purement arbitraire. D'un point de vue politique, il y a peut-être une petite game aussi de la part du gouvernement Legault d'essayer de braquer le reste du Québec contre Montréal, parce qu'ils n'ont aucun intérêt politique ici sur l'île. Ils ont un seul député, je pense. Donc, il y a probablement une petite game politique derrière ça, où on peut jeter Montréal en dessous du boss et sous le prétexte de la prévention, en ouvrant tranquillement le reste du Québec. Mais à un moment donné, il faut réaliser, je pense que 60% de la population, une grande partie du PIB là, qui est ici, dans la région de Montréal. À un moment donné, il va falloir ouvrir. Là. Les gens peuvent pas toujours travailler en pyjama à distance. La vraie vie, il faut que ça revienne. Puis je pense que les gens commencent à être tannés. Là. Joe, merci beaucoup. On s'en parle demain pour la dernière de la semaine. Toujours un plaisir de te parler, mon Joe. Yes! Salut, bye. Jonathan Hamel était avec nous sur Radio X avec son gaz. Il y a toujours du gaz. C'est du gaz d'avion. Il y a du gaz d'avion. Ah oui, c'est du gaz d'avion. On l'adore. Yann Sénéchal sera de retour lundi. Je le vois un peu là on a des petits groupes de discussion privés. Il nous écrit pas mal. Il est en congé, mais il prend un peu de temps pour nous écrire. Donc, d'après moi, il a hâte de nous jaser lundi prochain.
Oh, regarde. Écoute, moi, la région de Montréal, je comprends pas. Là. J'essaie de... quand ils partent sur quelque chose, quand ils mettent un 45 tours, ils spinent une nouvelle comme de quoi, non, à Montréal, c'est l'enfer. Denis l'infirmier nous l'a dit hier. Denis l'infirmier est un des plus gros hôpitaux COVID de Montréal, si c'est pas le plus gros. Et ils ont plus de cas de skidoo que de cas de COVID. Tu sais, je veux dire... Quel est le problème? On a même des études qui nous montrent qu'avec la vaccination des CHSLD, parce que là, ça fait 3 semaines, 1 mois de ça, les CHSLD, il n'y a plus rien. Vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il y a eu un bon nettoyage avant. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a encore du monde dedans. Donc, le staff semble protégé parce qu'une majorité, c'est pas tout le monde, mais une majorité du staff ont pris le vaccin. Les bénéficiaires ont eu des vaccins. Et là, ça a complètement arrêté les éclosions. Il n'y a plus rien qui se passe dans les CHSLD. Et il n'y a plus vraiment de gens qui s'en vont aux soins intensifs. Il en reste encore une centaine à régler. Mais tout ce qu'on nous disait, système de santé, protéger nos vieux, s'il nous reste que des cas, quel est le problème? Repartez ça au plus vite. J'aimerais tellement ça qu'on ait un PM comme d'autres ailleurs, puis nous dire, regardez, je fais une conférence, ça va durer 40 secondes. À partir de telle date, tout reprend. Merci, bonsoir. Ce serait tellement simple. Là, comprenez que de la manière que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On se déchire entre nous. On est encore en train de s'estiner parce qu'on essaye d'avoir plus. Puis on dit, je pensais que c'était ça, finalement, ça ne l'est pas. Donc, finalement, on est content, mais 5 minutes après, on est déçu parce qu'ils ont rendu ces choses-là tellement complexes. Ils ont tellement ils ont trop de management, trop d'histoires, trop de compliqués. C'est beaucoup trop. C'est juste ça. C'est lui le méga problème. Puis il y a l'amour des Kodak aussi. L'amour des Kodak, ça, c'est... Parce que là, tu fais une conférence, oui, tu jases, puis... Mais elle va dire, oui, mais... c'est sûr que si tu dis, tu fais une annonce de 1 minute et demie, puis c'est fini, puis il n'y a plus de Kodak. Parce que là, sur tel sujet, on va vous revenir la semaine prochaine. Oui. Mais là, là... Les Kodak, c'est fort. Go! C'est une drogue très, très, très forte. L'exposure médiatique, les Kodak, très, très fort. On s'en va à la pause tout de suite. Écoute, on est dans un genre de crazy jeudi un peu rempli, donc il faut être discipliné. Jonathan Marchessault, notre super joueur québécois qui est avec les Golden Knights, la meilleure équipe ou une des meilleures équipes de la Ligue actuellement. Jonathan est là, mais demeure toujours à Québec pendant la saison morte. Fait une superbe lettre hier sur Facebook pour la marche de Isaac en fin de semaine, donc dimanche. On va parler avec lui.